Cette première cabane, qu'est-ce que vous faisiez tous les deux dans cette cabane en fait? Quelles étaient les journées de Lolo? Ce qu'on faisait principalement à la cabane, c'est qu'on était pêcheurs. Alors, le bateau était devant, c'était le mien de bateau, qui s'appelait le Jeannot, c'est celui que tu vois sur les photos. Et donc, le matin, on partait à 8 h, et on pêchait la graine de moule pour les parcs. À 8 h, on rentrait dans l'eau, hiver et été, on pêchait 500 kg de moule. Voilà. Alors, les gens qui avaient des parcs, quand l'été arrivait, ils mettaient la combinaison, ils allaient faire leurs graines. Mais nous, on y était toute l'année. Le matin, l'eau était à 4 degrés dans l'étang. Nous, on était les fonctionnaires de l'étang. Alors, ceux qui la font que l'été, plus il y a de moules, plus ils enlèvent. Nous, à 500 kg, on s'arrêtait parce que le lendemain, on revenait à faire à 500 kg. On pêchait 500 kg de moules tous les matins. On revenait à la cabane vers 1 h parce qu'on allait livrer au parc. Ces 500 kg, on les bougeait 5 fois ou 6. Ça veut dire qu'on remuait 2,5 tonnes par jour. Moi, quand je suis arrivé chez Lolo, j'arrivais de Paris, j'étais photographe, vous voyez. Il m'a dit, dans 6 mois, tu es comme ça. Ça a été la vérité. On les mettait dans le bateau. Du bateau, on allait sur le quai, on les mettait sur le quai. Du quai, on les mettait dans la voiture. On arrivait chez le parqueur, on les descendait. On les mettait sur la balance et on les mettait sur la table. On remuait 2,5 tonnes par jour. Tous les jours. Voilà ce qu'on faisait à Lolo d'abord. D'abord, le travail, parce que Lolo, c'est un drôle de rude, je peux te le dire. Lolo est né en 21 comme Brassens. Il est né à Nice, Lolo. Voilà, c'est pas un persétoire en fait. Parce que Lolo est corse. Son père est corse, il s'occupait, il travaillait aux impôts, je crois, son père. Et puis on l'a muté à 7, mais Lolo est arrivé à 7, il avait 5 ou 6 ans. Mais il est corse, il avait l'esprit du corse, Lolo. Et donc, Lolo il faisait partie de la bande de la place 7. Il avait le même âge que Brassens, exactement. Lolo était à l'école Paul Bert, je crois, et Georges était au collège. Et Georges était de la bande du château d'eau. Ils se chamaillaient tout ça, mais ils étaient copains des fois. C'était les enfants de 7, comme aujourd'hui, il n'y a plus les quartiers, l'esprit de quartier, vous voyez. On était d'un quartier. Et donc, ils se sont connus là. Et puis, ils se sont perdus de vue. Georges a quitté 7, il avait 19 ans en 40. Hein. Mais très, très longtemps après, Jean connaît l'histoire, puisque son père était là. Georges avait un bateau, le premier, le sauve qui peut, et il adorait les temps. Et le bateau était tout petit. Et donc ils allaient le temps, et un jour ces gens ils sont en panne. Hein. Et Lolo était à la cabane avec un copain à lui, un pêcheur. Hein, mais donc très longtemps après, 20-30 ans après. Et Lolo il regarde, il dit regarde, il y en a là, ils ont en panne au milieu de l'étang, tu ne voulais pas connaître. Et ils sont trompés, laisse tomber, c'est des touristes, tu vas pas les. Presque, il n'y va pas quoi je veux dire. Et Lolo il a dit j'y vais quand même. Alors il a pris le bateau, il était, et quand il est arrivé, il a eu Brassens. Oh c'est toi. Et il y avait le père de Jeanne. Oh alors il a jeté une corde. Et il a tiré jusqu'à la cabane. Hein. Donc il a retrouvé Brassens et ils se sont plus quittés. Voilà. Et donc, il a pu quitter, mais Lolo était très heureux, et Georges aussi, quoi, je veux dire. Alors chaque fois qu'il venait voir sa sœur Simone, comme j'expliquais à Jeanne, il allait à la cabane, il passait la journée. Donc il s'entendait qu'il venait ici, il allait voir Lolo. Et Lolo montait à Paris des fois. Et moi, quand je m'installe à la cabane en automne 69, comme tous les Sétois, on savait que Lolo était ami à Georges. Et Lolo, il me disait, tu vas voir, il va arriver un jour ou l'autre. Mais je dis, ouais, voilà. Et il est arrivé, quoi, je veux dire, il est arrivé. Alors au début, c'était. Et après, c'était. Alors moi, je ne voulais pas lui faire voir que c'était. Je ne lui prenais pas de photos, la cabane, parce que je voulais laisser tranquille. Et un jour, longtemps après, plusieurs années après, parce que ça dure longtemps, ça. Il y a, justement pour le grand échiquier, il y a un mec qui prévient Lolo, il lui dit voilà, on vient vous prévenir, et il lui dit il y a une équipe de la télévision qui va venir pour préparer une grande émission à grand échiquier, ils viennent vous filmer la cabane, tout ça. Ouh, moi je dis là, pour moi ça va être bon, il a dit il y aura une grosse équipe de caméras, et j'ai dit là je vais peut-être avoir l'occasion de faire des photos, parce que j'en veux quand même, hein, tu comprends, j'en avais envie. Et j'ai dit, il ne me verra pas. Et il ne m'a pas vu. Il y avait les photographes en bagaille. Et moi, c'est là où j'ai fait ça, là, vous voyez. Heureusement qu'il y a eu cette équipe de télé, sinon je ne faisais pas de photos. Qui est à droite sur la photo? Ah, alors celui-là, je vais vous dire, c'est un...
On n'y a pas assez donné de lumière à ce garçon. C'est Pipo Guitare. Parce qu'on n'en parle pas du tout. Pipo Guitare. C'est un qui connaît Brassens depuis les années 50, il a toujours été derrière lui, et au début de Brassens, quand c'était un paria, Brassens, lui, il a essayé de lui ressembler, il avait la guitare, avait la pipe, et c'était un c'est toi. Il travaillait dans un magasin de vin. Et c'est un type, c'est curieux, on n'en parle jamais sur... Il s'appelle Charles Olive. Olive, Charles Olive. Donc, Charles Olive, moi j'estime qu'on n'en parle pas assez. Moi j'ai d'accord. Il était partout, quand on suivait Brassens dans les tréteaux de France, tout ça, Olive il était toujours là et tout. C'était une inconditionnelle qui lui ressemblait. Et alors il chantait une chanson, il n'y a pas beaucoup qui la savent. Je vais vous en fredonner juste un petit truc. Il chantait sur la guitare, il chantait « On m'appelle Pipo Guitare, ce surnom est mérité à cause de ma guitare et de ma pipe culottée. » Et voilà. Donc, Lolo, c'est un galéjeur, comme on est galéjeur à Sète et à Marseille, on est des galéjeurs. Et Lolo, il faisait que la galéjade, c'était que de la rigolade. Lolo, il est comme un peu. Il ne s'est jamais pris au sérieux, vous voyez. La cabane, c'était les amis et la rigolade. Et il y avait toujours des farces à quelqu'un. Et Lolo, il faisait des farces à Brassens sans arrêt. Alors, à la cabane, au début des années 70, il y avait tous les poètes maudits et tous les peintres maudits qui venaient là-bas, parce que si vous étiez normal, vous n'aviez aucune chance à la cabane. Il y avait Grégonia, il était avec nous. D'ailleurs, il y était quand il y a eu Dali, Grégonia. C'est la bohème, quoi. Mais je le raconterai Dali tout à l'heure. Et donc, on a eu la période de Grégonia. À cette époque-là, le père Grégonia, il peignait à la dynamite. Il avait un hangar vers Metz là-bas. Il avait trouvé des pots de peinture en pagaille, parce qu'on allait souvent dans les décharges publiques des villages. Il y avait de tout, on trouvait des malles, on trouvait... C'était pas comme aujourd'hui, les décharges publiques, on trouvait des meubles, on trouvait... Et il avait trouvé tout un stock de peinture qu'un marchand de peinture avait jeté. Grégonia, il récupérait tout, il l'a mis dans son hangar, il a mis les toiles contre le mur, il a mis de la dynamite. Lolo était spécialiste à la dynamite. Pas parce qu'il faisait de la pêche à dynamite, mais avant, longtemps avant. Tout le monde le faisait. Bref, il connaissait. Il l'a mis au milieu des pots, il y avait 20 ans, poif, et ça a peint tous les pots. Il faisait de la peinture à dynamite. Et comme il était avec nous, et Lolo sculptait, et Lolo il faisait des choses magnifiques, ça c'est des œuvres de Lolo, il pensait à sculpter, à peindre Lolo. Et ça c'était grégorien. Alors on allait dans les décharges publiques, vous allez voir comment j'en viens à Brassens. Et un jour, on trouve 4 ou 5 cages d'oiseaux, comme un magasin avait dû jeter, tordu. Et Lolo, il a dit, on les prend, avec ça, je pourrais le chose à faire. Lolo avait une imagination extraordinaire. Et on arrive à la cabane, il me dit, la grotte, on va aller la mettre à 100 mètres, là, dans les temps, ça descendait la plage, à 2,50 mètres d'eau. Il m'a dit, on mettra des poissons vivants, on ira chercher la pointe, comme ça, quand il y viendra quelqu'un, mais ça ne fera pas de cul, on aura toujours une dorade. Non, mais c'était une très bonne idée. L'hiver, parce que l'hiver, il peut arriver, il met la combinaison, c'est fastidieux. Bon, c'était pratique. Et donc, on allait à la pointe, on prenait un seau d'eau avec un couvercle, on mettait 2 ou 3 dorades, et puis Charles Donna, Lolo, c'était Lolo, et on les mettait dans la cage. Et quand Brassens venait, alors, Lolo, il est là, genre, je vais te pêcher un poisson. Lolo, il partait, mais quand même, je savais que Lolo, c'était quand même un grand plongeur, il était à moitié étonné. Et Lolo, il revenait pas trop longtemps après, avec la ceinture pleine de poissons. Donc, je vous dis, il n'était pas trop étonné, Georges, parce qu'il connaissait la réputation de Lolo, c'était pas mauvais. On recevait beaucoup de gens à la cabane, on avait la vaisselle, nous, avec Lolo, le lendemain, on allait au bord de l'étang, avec du sable, on nettoyait les assiettes. Et Lolo, il me dit, Jeannot, prends cette cage-là, mets-la au bord, là où la vague se prise, là, dessous. Et on va essayer. Effectivement, on avait fait l'expérience, ça marche. On mettait la vaisselle dans la cage, et toute la nuit, le matin, elle était nickel, il y avait quelques escargots roulés, vous voyez, des petits escargots, mais elle était lavée. Oh, quand il a fait le poisson, il est tombé par terre. C'était que ça, mais Lolo, il a inventé des choses. Une fois, on voit aujourd'hui, toujours on trouve des cartons d'un chapelier, il y avait un carton, il y avait au moins 100 bérets anciens. Lolo les a pris, il y avait une vigne en haut, il a mis un béret sur chaque morceau de bois planté, il y avait un carton plein de balles de tennis, le tennis avait dû jeter,
il a pendu à un arbre, d'ailleurs il est peut-être en photo là, des balles de tennis, et moi je le regardais faire, hein, parce qu'il faut s'attendre à tout avec l'eau. Quand il a fini, il m'a dit Jeannot, le champ de béret et le tennissier, il m'a dit. Et tout le monde regardait ses arbres. Mais il inventait toute la journée l'eau. L'endroit était idyllique, il n'y a pas de problème. Si vous avez vu le soir, là, on faisait un feu de bois, Lolo faisait griller des pains. Lolo, il avait un singe, il avait une mouette dans une cage, enfin, c'était le paradis sur terre. L'eau, loin de tout. On n'avait qu'à rentrer dans l'eau, pêcher du poisson, quoi. Aujourd'hui, c'est fini tout ça. Donc, je voulais les dire que, entre nous, c'était des discussions de la rigolade, on aimait rire. Parce que Georges, il aimait rire, mais en sourire. Je l'ai rarement vu rire aux éclats, Georges. Hein. Mais il riait dans sa barbe, mais il riait. Quand il y avait ces gens, c'est pas pareil. Moi j'ai assisté à de grandes discussions à la cabane. Hein. Grandes discussions. Brassens, très réservé, ne prenait pas la parole, il monopolisait pas la parole. Mais quand il parlait, quoi, voilà. Les autres parlaient. Il avait une grande vertu, qui est rare aujourd'hui, c'est qu'il savait écouter, il écoutait les gens. Et ça, c'est rare aujourd'hui. Il écoutait, il parlait à son tour, il ne s'imposait pas, voilà. Mais quand il parlait, il avait réfléchi tout ce qu'il allait dire, vous voyez, il avait écouté tout le monde, et bon, ça tombait comme il fallait. Alors ça, c'est après l'équipe de télévision, je vous raconte les photos parce que vous allez voir. Ah, c'est le même jour en fait? Oui, c'est le même jour. Quand l'équipe de télévision est partie, parce qu'ils nous ont encombré un moment, Georges il a dit, bon on va manger chez Simone, mais on va faire un tour. On va aller au mall et on va aller à Saint-Clair. Alors on a été au mall et c'est là où j'ai fait de belles photos. Je ne regrette pas d'avoir fait ce genre de choses là, vous voyez. Voilà. Heureusement que voilà, qu'il y a eu ce jour, parce que c'est le seul jour où j'ai sorti l'appareil. Et alors, à un certain moment, on mangeait à table, on n'était pas nombreux, on était 5 ou 6. Georges, il s'est levé, il a été dans le jardin avec la guitare. Hein. Bon, moi je regardais où il allait, et puis je le vois partir dans les arbres. Il m'est venu à l'idée, auprès de mon arbre tout de suite, tu vois. Alors j'étais loin, j'ai fait la photo, et après il s'est assis, il s'est mis à jouer là. Voilà, et je lui ai fait une photo dans le jardin, là, qui est la photo traditionnelle de Brassens à la guitare. Voilà. Ça, tranquille. C'est le parc de Simone. Oui, dans le jardin de sa sœur. Voilà. Mais il était comme ça, il était... Bon, quand il le prenait, il partait, ça voulait dire... voilà, c'est son côté libre. Quoi. Et chez sa sœur. Elle était toute neuve, la cabane, on venait de la construire. On avait récupéré des madriers chez les parkers, tout ça, on avait construit la cabane. Mais moi je suis photographe, je suis bon pour l'image fixe. Quand elle bouge, je ne suis pas bon. Hein. Ce film, il est à l'espace, hein, je l'aurais offert. Hein. Toutes mes photos aussi, j'ai fait un don de tout. Pipo. Et ça, je vois que c'est Yvan Mulon, là. Je ne sais pas comment il était là. Bon, mais vous verrez, ça s'arrange après, ça bouge moins. Voilà, Pipo Littard, ça c'était quelqu'un. Et ça c'est le bateau de Lolo. Alors il avait ses canards en bas pour aller à la chasse, dans des cages. Pour aller à la chasse à quoi? Chasse aux canards, c'était les appelants. C'est les canards qui appellent les autres. Lolo c'est un grand chasseur. Et Lolo il fabriquait ses appâts lui-même. Il fabriquait tout son matériel lui-même. Il connaissait tous les oiseaux par cœur. Il me dit la femelle, le mâle, tout ça, c'était... Et moi, là il devait lui raconter la pêche ou les canards, quoi. Brassens, il adorait ça, parce qu'il aimait les animaux, Brassens. Ouais, il avait des pigeons, des tourterelles. Il avait beaucoup de choses. Il avait un singe.
Il avait des mouettes dans les cages, il apportait un blanc chaque mouette. Mais les mouettes, quand elles étaient guéries, il les lâchait. Il avait des chats en pagaille. Il a fait un beau tableau d'ailleurs, Lolo. Il avait un chat qui s'appelait Ficelle. Il était maigre. Hein. Il a fait le chat Ficelle. Je remets à voir ce tableau, il était magnifique. Ah mais Lolo, quelque part, il a une vie extraordinaire. Hein. Il ne payait pas d'impôts, il était connu au bataillon, les amis, qui voulaient gagner des sous, il avait pêché 50 kilos de palourd, là. Il n'avait aucun problème, Lolo, en réalité. Que la fête, que les amis. Il a eu une vie sensationnelle, hein, invité partout, chez des gens importants. Voilà, donc vous comprenez pourquoi Brassens se régalait à la cabane, hein, c'est pas difficile à comprendre. Mais Brassens est un homme très discret. Pourtant c'est un sétois. Tout dire, pour moi c'était Brassens, et quand je l'ai vu la première fois, j'ai pris un coup de poing dans la gueule. Bon, bien après, moi je me plais à dire, hein, parce que quand des journalistes, parce qu'avec cette histoire de bateau, il y a plein de journalistes qui sont venus me voir, tout ça, et toujours, vous êtes l'ami de Brassens. Alors je leur réponds, je ne suis pas l'ami de Brassens, je suis l'ami à l'ami de Brassens. Voilà. Je n'oserais pas dire que j'étais l'ami, mais j'étais une bonne connaissance. Voilà, j'étais peut-être un copain plutôt qu'un ami. Lolo, c'est un ami. Pour avoir cette distinction d'ami, il faut quand même beaucoup d'années. Moi, j'étais un bon copain, quoi, voilà. Et Lolo, c'est un grand bavard aussi. Mais il racontait des histoires magnifiques. Il connaissait toutes les histoires anciennes de la région, les Bouzigards, les Mézois, il racontait tout ça. Des histoires qui se sont perdues. Moi, je l'ai enregistré un peu quand même. Ça, c'est le producteur de la télé. Et voilà Brassens. Mais vous savez, quand on dit qu'il n'était pas croyant, Brassens, moi je ne dirais pas qu'il était croyant, mais sa mère était très croyante. Et quand on le questionnait là-dessus, il faisait l'intéressant parce qu'il voulait toujours cette image, mais enfin il a un peu abandonné l'image. Lui, c'était la liberté totale, d'ailleurs il ne s'est jamais marié avec joie pour être libre chacun. Il a été jusqu'au bout des libertaires. Quelque part il croyait en quelque chose, je peux vous dire. Je vais vous raconter un truc de Rino, si ça vous intéresse. Moi j'y étais pas, mais c'est quelqu'un qui était présent. Une fois, Lolo était monté avec un copain de la Pointe. Moi, j'avais pas pu l'accompagner à Paris. Parce que quand on montait à Paris, avec Lolo, j'avais une mairie. Et on mettait 2 jours pour monter à Paris. J'avais les vitres. 2 jours. Et donc, une fois, bon, parce qu'on appelait chez moi au téléphone. Moi, j'étais le secrétaire de Lolo. Lolo n'a pas le téléphone. Il y avait Lino Ventura. Et Brassens lui présente Lino Ventura à Lolo, et Lolo qui connaît que dalle, il n'a pas la télé que dalle, il lui dit mais c'est un nouveau guitariste, il lui a dit pour mais c'était Lolo, et on l'aimait pour ça. Mais je vais vous dire un truc, moi quand j'avais des problèmes, j'en avais comme tout le monde, je me confiais à Lolo, il me remettait la tête en place avec ses mots à lui, mais il avait une façon de voir les choses, mais c'était magnifique. Nous on est tronqués à la base avec tous ceux qu'on connaît, et lui il avait des choses simples, il me remontait l'affaire. Il était comme ça, Lolo. Il fallait être particulier pour que Lolo vous adopte. Et Gonel était particulier, donc il habitait avec nous, et il nous inculquait plein de façons de peindre, de sculpter, il nous rendait fous. Et ça va. Et quand il vient ce mec dire que Dali, il est venu un type à la cabane, je viens vous dire que le maître vient à vous voir à Salvador Dali, et Lolo il ne sait pas qui c'est Dali. Et Lolo il dit, là j'y étais, mais quand Dali est venu, j'y étais pas. Et Lolo il répond comme d'habitude. Lolo il dit, qui vient là? Si toi tu vas voir Lolo, tu le connais, tu dis un copain qui vient, il te répond. Et quand ce mec s'en va, Grégonia qui savait qui Dali, il dit, Lolo, mais tu sais qui c'est Salvador Dali?
demain je te porte un livre. Hein. Il apporte un livre comme ça, c'est livre que tu vas mettre au dos, là tu sais, avec des belles images. Et Lolo, parce que Lolo, il avait toujours un livre à côté, il lisait beaucoup, attention. Mais c'était pas un imbécile, Lolo. Hein. Oh, quand il voit ses peintures, les montres molles, tout ça, oh, Lolo, ça lui plaît beaucoup. Oh, Lolo, il dit, Dali, c'est quelque chose. Et ça va. Grégonia, un jour ou deux avant, il lui dit, Lolo, Dali, c'est pas n'importe qui, il faut que tu l'étonnes. Alors Lolo, pour étonner, Lolo, il trouve vite quelque chose à faire. Lui c'est pas difficile. Il lui dit, ça va, je vais faire quelque chose. Le jour où Dali vient, le matin, à la porte de la cabane, il prend deux pointes comme ça, il met un clou en haut, un clou en bas, la porte bloquée avec les clous, il met une échelle au-dessus de la porte, il enlève la plaque d'averite du haut, il met une échelle qui descend. Dali il arrive, alors Grégonia me raconte, et la voiture qui arrive en haut du chemin, parce que c'était, oui, bon, vous avez vu la configuration, hein, en haut du chemin, et il me dit, Grégo, Dali sort, mais il était comme on le voyait dans le cinéma, à la canne, tout ça. Il se dirige vers eux, Lolo, il n'avait pas changé, il avait toujours les bottes en caoutchouc, habillé en cow-boy, il était toujours habillé en cow-boy, Lolo. Grégonia, il s'est un peu arrangé, et Dali, il va à Lolo tout de suite. Hein. Grégonia, il était fan à côté de Lolo, il a reconnu sans savoir qui c'était, il a été à Lolo. Grégonia m'a dit ça, il a été à lui direct. Et Lolo, il a dit, je vous en prie, montez. Il va ouvrir la porte, il se plante sur la porte. Dali, Lolo, il lui dit, mais chez moi, on ne me rentrera pas la porte, il va qu'on aurait monté, chez moi, on rentre, parle-toi, il dit. Dali, monte. Ça lui a beaucoup plu. Et il y avait une grande table dans la cabane. Lolo avait pêché des coquillages, il avait été chercher des huîtres et tout, on avait tout préparé. Enfin, moi j'y étais pas. On m'a raconté, Lolo m'a raconté la sienne, elle les connaît aussi, dont je connais bien l'histoire. Et Dali a dit, je ne mange le coquillage qu'avec des poivrons tartinés de confiture d'abricot. Alors vite, il y a un mec qui est parti à la rue, qui a fait des confitures d'abricot. Alors Lolo, il raconte qu'il y avait du camembert, Dali a dessiné à cause de camembert, il a jeté au feu, enfin, je ne sais pas. Mais ça c'est vrai, la nappe, il a pris la nappe, il a tout jeté. Lolo, il était comme ça. Hein. Je vais vous dire, Lolo avait plein de lettres de Brassens. Hein. Sa fille, elle les a plus trouvées à la cabane. Il n'était pas... Voilà. Georges Brassens, il était quand même assez... Il ne faisait pas n'importe quoi au niveau du spectacle, il faisait les bobinots, et il faisait les tréteaux de France. Il avait l'habitude de faire ça. C'était qui c'est qui faisait les tréteaux de France déjà? Jean Danel. Et donc il commençait avec sa Provence, il finissait à Carcassonne. Et nous, avec Lolo, on embarquait avec sa Provence, on finissait à Carcassonne, on était toujours là. C'est pour ça que je fais des photos de derrière de la coulisse. Et un jour à Carcassonne, je vous raconte une belle histoire, parce que les histoires viennent comme ça. Je vous dis que Brassens, il aimait les gros plats. Et Lolo, à Carcassonne, il avait des amis, le docteur, je ne sais plus comment, des gens très bien de Carcassonne. La femme, elle faisait un cassoulet qui était une merveille. Il avait dit à Georges, on va manger chez des amis après le spectacle. Tu vas voir un cassoulet, tu vas tomber par terre. Bon, dès tout le spectacle, Georges, oh le cassoulet, le cassoulet. Mais alors, quand il sortait des coulisses pour un coup, on dit Georges, cassoulet, on dit ça. Et pensé, à la fin du spectacle, bon, je raconte une petite, mais ça je peux dire, parce que c'est avec ces petites histoires qu'on connaît quelqu'un, vous comprenez. Là, vous connaîtrez Brassens. Bon, dans les coulisses, il ne rentrait pas n'importe qui, je ne vais pas s'arrêter là, mais il rentrait des gens, le maire, tout ça. Il rentre une femme, et elle dit à Georges, Monsieur Brassens, je voudrais un enfant de vous. Il se tourne vers Lolo, il lui dit, mais voyez celui-là, il est fait mieux que moi, il lui dit. Voilà. Ça, c'est une anecdote qui me revient comme ça. Et donc, ce cassoulet, j'ai pensé qu'à ça. On s'en va, on va chez le docteur d'un jour et on prend la voiture, sur la route, les vignerons, ils bloquent la route. On n'a jamais pu aller manger le cassoulet. Alors Georges, il est rentré sur l'hôtel, et nous, comme c'était la fin de la tournée, on a dit on s'en va, on est rentré à 7. Je nous revois rentrer à 7 avec la fiancée de Lolo, moi. Et c'est moi qui conduisais, on était peinés, quoi. Le pauvre Georges. Alors, donc, il venait des gens très bien de Camargue. Hein.
Il y avait Wilson, l'héritière des Pierre Guinness, il y avait que des gens qui achetaient une maison en Camargue. C'était la mode, la Camargue, à un moment. Et ces gens venaient. Une fois, je vous raconte deux à la suite. Hein, je peux y être parce que cela sera sur mon livre sur Lolo si je le fais. Une fois, on recevait beaucoup de monde. Et Lolo était un cuisinier de poissons exceptionnel. Quand on vit tout seul, on fait la cuisine. Et quand on est pêcheur, encore plus les bourrides, le poisson, ça faisait ça. Il faisait une soupe de poisson. D'ailleurs, moi, j'ai commencé la cuisine chez Lolo. Hein. Bon, j'ai fait 40 ans de restaurant après, hein, devant un fourneau. Enfin, bref, on apprend un métier. Et on avait des gens qui devaient venir. On avait fait notre boulot à la graine. Et moi, l'après-midi, on faisait la sieste. Et je pense, oh, mais j'ai dit, mais on l'a oublié, ces gens, ils viennent demain. J'ai dit, Lolo, tu sais qu'ils viennent, l'équipe Abrimont, demain, qui t'ont demandé la soupe de poisson et tout. Oh putain, Lolo me dit, j'ai pas pensé. Vite, on va acheter des choses. Et là, sur cette entrefaite, il y avait une semaine de Mistral, même plus, on allait pêcher. On ne pêchait pas, on n'avait rien. On était à la rue tous, mais quand on pêchait, on gagnait 500 balles par jour. Hein. Mais on dépensait des sous. On les dépensait. Tout ce qu'on avait gagné, on dépensait. Et là, il y avait une grosse semaine à Mistral, on n'avait plus le seau de la poche. Et l'autre, il m'a dit, mais j'ai pas de four. Il me dit, laisse-moi faire. Il avait toujours une idée, mais il était exceptionnel, ce mec. Il m'a dit, écoute-moi, demain matin, on se lève de bonne heure, je vais pêcher des moules, et on fait un repas qu'avec des moules. Et bien, j'ai dit, ça va. Et il se met là, il fait un repas qu'avec des moules, à toutes les sortes. Je lui dis, mais tu avais appris à faire la soupe de poisson. Il me dit, ne bouge pas, je vais la faire. Mais j'ai dit, t'as pas de poisson de soupe. Il m'a dit, c'est pareil. Il m'a dit, hier soir, on avait un repas, il m'a dit, va voir, là, tu trouveras dans une caisse les coquilles d'huîtres et de boules, amène-moi les. Il a fait bouillir les coquilles d'huîtres et de boules. Bon, l'eau, elle a pris un petit goût, mais c'était pas terrible. Elle était grise, l'eau. J'ai dit, Lolo, mais elle est grise, l'eau. Il m'a dit, c'est rien. Il m'a dit, va dans la pharmacie, prends la teinture d'huile. Il a mis 3 gouttes de teinture d'huile. Il a mis 4 pâtes, un sachet de safran, et ces gens, ils sont régalés. Et le repas, il avait des pistes de moules, des moules gratinées, des moules à la cheminée. Il avait même fait la fin, il avait fait une pâte avec la farine, un peu d'eau avec l'œuf. Il avait fait comme une tarte avec des moules, avec des herbes. Il a fait tout un repas aux moules. Et voilà. On a un repas à faire le lendemain, c'était les milliardaires de Camargue, et avec Charlie Cheng la veille, celle-là elle est magnifique, hein, et après je m'arrête, vous allez mourir de rire. Non, mais si vous voulez, je continue, hein, moi je m'arrête là. Donc Charlie Cheng, tu le connais, c'était un monsieur, hein, beau comme ça, un canon, c'était le coqueluche de Sète, il avait l'établissement numéro 1, des belles voitures, tout ça. Et à Charlie Cheng qui était à la cabane, et on dit, on va aller à la criée, qui était par terre, ils vendaient le poisson par terre, parce que les gens qui n'ont pas connu la pêche de Sète, ils peuvent rien savoir. Tout le quai de la marine avait le poisson par terre, il y avait 200 petits bateaux. Aujourd'hui, on ne le voit pas, ils le cachent, le poisson. Donc, on va à la criée acheter par terre, acheter 4 poissons, ou un requin. Il pêchait un requin dans le chalutier, il ramenait des requins de 52 mètres, il les vendait, je ne sais pas où, à l'écarissage. Et Charlie, il a dit, on l'achète. Ouais, parce que j'avais la mairie. Et on achète le requin et on le met dans la mairie et on va dans la rue. Alors sur la route, la queue du requin, elle a bougé derrière. Et on lui a dit à Charlie, mais pourquoi tu m'achètes ce requin? Il a dit, laisse faire, laissez-moi faire, vous allez rire. On arrive à la cabane, il dit, Lolo, tu vas l'attacher à la cage, le requin. Et tu me laisses faire, tu comprendras. Parce que quand on faisait une connerie tout ensemble, là, le mec, il n'avait pas besoin de parler, on était tellement habitués qu'on savait ce qu'il allait dire et ce qu'il allait faire. Et on marchait avec lui, tu vois, et on savait ce qu'il allait faire. Et ces gens arrivent. Bon, le pastis, tout ça, et Lolo, il s'habille à machin, il dit, je vais aller pêcher un poisson pour vous. Et il y avait une femme qui l'avait reliqué, Lolo. Il dit, madame, pour vous, je vais vous pêcher un poisson. Quelle taille vous le voulez? Mais il allait à la cage. Et il savait qu'il fallait qu'il fasse un cinéma avec le requin. Et Charlie, tout le monde dit, mais t'es fou, tu vas pêcher, mais t'es fou, t'as pas le journal, il y a un requin dans les tangs, il a mangé la main à un parqueur. Mais t'es pas fou, tu vas y aller. Oh, il a dit, madame, pour vous, je vais braver le requin, tu vois, le cinéma. Et là, ça va, tout le monde inquiet, on le regarde partir doucement, ça dure un moment. Et à un moment donné, il va à la cage, il détache le requin, il prend le requin au bout droit.
Et il sort de l'eau, avec le requin, il prend le poignard, il fait le poignard au requin, et il amène, il le jette au pied de la femme, il dit, voilà madame, j'ai tué le requin pour vous. C'était Lolo. C'était Lolo. Mais pendant qu'il n'y a pas, je vais vous raconter la dernière. Mais c'est des conneries à l'eau, mais ça je vais l'écrire sur un livre, croyez-moi. Quand on rentrait de la pêche, des fois le soir, le vendredi, on allait danser à la Galiote. Il y avait la Galiote dans les années 60. Et il avait un copain à Ballaru qui s'appelait Paforce, il avait des moustaches, il avait une traction avant. Et on partait à la Galiote par la roue, c'est la dernière, Bernard. Mais il est belle comme tout ça. Et on part à la Galiote par la route de la plage. Vous vous rappelez, elle est droite la route. À la Galiote, il n'y avait pas les boîtes. La Dolce s'ouvre en 62. Et dans les phares en traction, là, tu vois, dans les phares, on voit des points là au bord de la route avec un carton, c'est stop-peur, et on voit que c'est des filles, des grosses. L'eau, il arrête tout droit. Et parfois, ça s'arrête. Il y avait un carton, il y avait marqué Espagne. Allez, embarquez. Oh oui, c'est gros ça. Et les Allemandes. C'était les Allemandes. Ah, j'ai droit, c'est grave. Et ça, c'est grave. Et là, ça va. 5 minutes après, elles dormaient, elles devaient être fatiguées, ces filles. Elles ronflaient comme des sonneurs. On arrive à la Galiote, on se gare, et Lolo, il dit, on les laisse. Nous, on va à la Galiote, on fait nos affaires, et à 4 h du matin, on remonte. Elles dormaient encore. Et ça a son importance pour l'histoire. Toute la route, elle dorme encore. On prend la route de Ballaruc, mais quand on arrive à la pointe, il n'y avait pas l'échangeur, il y avait la barrière. On klaxonnait, le mec il ouvrait la barrière et on passait devant le café. Toutes les voitures passaient devant le café, c'est le bar du passage. Et on prend la route de Ballaruc, elle faisait 2 mètres de large. Tut, le mec il sort la casquette de la gare, et les filles se réveillent, on passe pas. Ah non, Lolo il dit frontière. Alors on sort le passeport, frontière. Elle voit le mec avec la casquette, frontière, passeport. Oh collègue, Lolo dit non, copain à moi, copain, ça va, passeport. On part à la cabane, et dès qu'on a passé la pointe, elle s'endort. On arrive à la cabane, à celle que vous avez vue, on se gare en haut, on les réveille. Hein. Et le jour se levait, elle se réveille, et elle voit Saint-Clair en face. Oh, Sean, va, Sean. Et Lolo dit Gibraltar. Parfois c'est Lolo, il faut la faire. Moi c'était pas mon genre. Et elle reste quelques jours avec nous, des braves filles, elle nous fait la cuisine, elle nous lave les assiettes, mais brave, peu cher. Et un jour, comme elles sont gentilles, elle voit qu'il y a un village au loin, elles vont faire des commissions. Elles arrivent là-bas, elles vont dans la rue les bains. Oh, elles sont venues, elles ont rempli le sac de pierre, elles ont jeté des pierres sur le toit, elles ont cassé le morceau de toit et tout. Mais moi j'ai été pris, hein. Et celle-là, elle est magnifique. Hein. Un jour, une conférence que sur Lolo. Il y en aura, je vais voir. Avec plaisir.